Elle est l'une des principales figures du pouvoir au sein de l'Union européenne. Sa main n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu infliger aux géants américains de la tech des amendes à 9 chiffres. Ce qui lui a valu le surnom de Tax Lady de la part de l'ex-président américain Donald Trump. Je reçois aujourd'hui Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, qui quittera bientôt son fauteuil à Bruxelles, après avoir été en charge de la concurrence et des politiques numériques pendant une dizaine d'années. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait bientôt dévoiler le nom des 27 candidats qui pourraient devenir les prochains commissaires européens. Une liste qui devrait compter une dizaine de femmes. À la suite des élections européennes du mois de juin, le Parlement européen a vu la représentation féminine connaître sa plus forte baisse depuis les premières élections au suffrage universel direct de 1979. Quelle est votre réaction face à ce recul et qu'auriez-vous à dire à Ursula von der Leyen ? Je pense que c'est malheureusement une illustration du manque d'efforts en matière d'égalité des chances et de parité homme-femme. Ursula von der Leyen a formulé une demande qui me semble tout à fait légitime. Donnez-moi 2 candidats, un homme et une femme, et ensuite je formerai ma commission, de manière à ce qu'il y ait un équilibre homme-femme et à ce que les personnes aient les compétences nécessaires. Et je pense que n'importe quel Premier ministre dirait que c'est à lui qu'il revient de former son propre gouvernement. Elle ne demande qu'à avoir le choix entre 2 personnes. Il est vraiment dommage que les États membres ne suivent pas et ne lui donnent pas l'opportunité de créer la meilleure commission possible et de la rendre équilibrée en termes de représentation des genres. Alors que nous étions sur la voie du progrès, nous rendions aussi visible le fait qu'une commission paritaire est capable d'accomplir un travail inégalé, comme nous l'avons fait sous le mandat d'Ursula von der Leyen sous sa présidence. Et pourquoi est-il important d'avoir plus de femmes au sein de la Commission européenne? Vous venez de répondre à la question, mais pour quelles raisons précisément? Il s'agit avant tout d'un simple geste d'équité, parce que les 2 sexes devraient prendre part aux décisions. Ensuite, lorsqu'on est dans une situation aussi critique que la nôtre, on doit faire face à de nombreuses crises relatives au coût, et nous avons de nombreux problèmes à gérer. La crise du coût de la vie, la crise géopolitique et celle relative à la sécurité économique. Il faut bien évidemment s'appuyer sur les talents des 2 parties de la population et ne pas se concentrer seulement sur une seule moitié, à savoir les hommes. Il faut s'appuyer sur le maximum de compétences à disposition et il faut que les expériences de vie les plus variées soient représentées au sein de la Commission. Et il faut montrer aux garçons et aux filles que c'est à cela que doit ressembler le leadership, des hommes et des femmes qui dirigent ensemble. Quand on suit l'actualité, on voit que l'extrême droite progresse partout en Europe. On l'a constaté dimanche en Allemagne avec l'AfD. Est-ce que vous craignez qu'avec davantage de gouvernements d'extrême droite aux manettes, parce que c'est ce qu'on observe en ce moment, vos efforts pour réguler le domaine des technologies puissent être totalement balayés? L'avantage aujourd'hui, c'est que la législation est déjà entrée en vigueur. On a une législation très solide. À la fois le règlement sur les marchés numériques pour s'assurer que le marché soit libre et équitable et le règlement sur les services numériques pour s'assurer que les services soient sécurisés tout en préservant la liberté d'expression. Et je pense que le point d'équilibre essentiel ici, c'est que les 2 aspects aient été préservés. Donc, même si un gouvernement est hostile à certains de ses efforts, voici la règle. Et nous sommes une union fondée sur l'état de droit. Et il sera très très dur d'inverser la direction que nous avons suivie, qui vise à faire en sorte que les services numériques constituent un service en tant que tel et non une source d'addiction qui complique la vie ou qui viennent saper notre démocratie. Donc si l'extrême droite arrive réellement au pouvoir, vous ne redoutez pas les conséquences que cela pourrait induire pour le secteur de la tech? Bien sûr que si, s'ils parviennent à modifier la législation nationale. Car le règlement sur les services numériques ne dit pas « ça c'est bien, ça c'est mal, on peut dire ceci mais pas cela ». Le règlement sur les services numériques impose uniquement de mettre en place ce système. Vous devez vous assurer que ces services ne soient pas néfastes.
Nous venons d'avoir un échange avec TikTok qui présentait ce qui constituait selon nous un design nocif et qui a fini par ne pas être lancé en Europe, un design qui crée une dépendance. Ce sont là nos obligations. Mais lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est néfaste, comme le fait d'encourager le terrorisme, la violence, la fabrication de bombes, la maltraitance des enfants, les contenus délétères, les discours de haine, c'est aux États membres qu'il revient d'évaluer la situation. Et si un État membre, bien sûr, fait marche arrière et dit « vous pouvez dire ce que vous voulez sur cette minorité, vous pouvez inciter les gens à la violence », alors bien sûr, nous sommes en territoire inconnu. Parce que ce que nous avons fait au cours de la dernière décennie, c'est de faire des progrès, de s'assurer que les minorités peuvent participer au débat public en toute sécurité. Mais en tant qu'État membre, ils détiennent cette compétence et peuvent bien entendu revenir en arrière. De nombreux actes de réglementation antitrust adoptés sur votre initiative entre 2014 et 2019 ont été invalidés par les juridictions. Un jugement définitif doit aussi être rendu à la suite de votre appel dans l'affaire concernant Apple. Certains observateurs estiment que vous avez joué un rôle moins important au cours du second mandat. Quel regard portez-vous sur ces événements et qu'avez-vous appris de ces échecs? How do you look back on this and what exactly did you learn from these setbacks? Ce sont des situations très différentes les unes des autres. Il faut rappeler que nous gagnions la plupart de nos procès et lorsque nous en avons perdu, c'est lorsque nous en avions intenté à l'encontre d'États membres quand nous craignions que ceux-ci ne passent des accords de complaisance avec de grandes entreprises pour qu'elles n'aient pas à payer leurs impôts comme tout le monde. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de contentieux de ce type au cours du premier mandat, c'était parce que nous voulions voir comment les tribunaux allaient analyser la situation. Au lieu de nous contenter d'accélérer les choses, nous devions aussi voir de quelle manière les tribunaux analysaient cela. Et bien entendu, parallèlement au cas spécifique des aides d'État à des fins fiscales, on a vu comment les États membres ont modifié leur propre législation. Comment combler les vides juridiques pour combattre les stratégies fiscales agressives. On a aussi vu la communauté internationale prendre des mesures en faveur d'une taxation effective des sociétés d'au moins 15% pour aboutir à un partage des revenus, de manière à ce que lorsque vous réalisez des recettes, vous payez vos impôts. Même s'il aurait été bien sûr préférable pour moi de gagner ces procès. Mais si vous jetez un œil au contentieux antitrust et à celui relatif aux ententes, les tribunaux confirment notre approche dans une très large mesure. Revenons sur les règles de concurrence, puisque c'est votre domaine. Il y a un débat en ce moment en Europe sur ces règles, leur politique, mais également la nécessité peut-être de les réviser, de reconsidérer la façon dont l'UE conçoit ses propres politiques sur cette question. Pensez-vous qu'il soit possible de trouver un équilibre entre la protection du consommateur européen, ce que vous faites depuis de nombreuses années, et le renforcement de l'industrie européenne? Comment voyez-vous cet équilibre? Cela dépend largement de ce que l'on entend par force. Par exemple, je le vois comme le fait de pouvoir choisir un autre fournisseur si votre fournisseur habituel fait défaut, ou si un client vous fait défaut, le fait d'en avoir d'autres à servir. Et c'est ce que permet la mise en concurrence. Vous avez le choix entre de nombreux fournisseurs, vous avez accès à un marché où il y a de nombreux clients auxquels s'adresser si l'un d'entre eux vous fait défaut. Et pour moi, ce que nous avons vu, c'est que si vous êtes vraiment compétitif sur le marché mondial, c'est parce que vous avez en quelque sorte testé votre compétitivité sur le marché intérieur parce que vous relevez encore des défis. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire pour renforcer les entreprises. Les projets transfrontaliers que nous menons en sont une bonne illustration. Nous avons 4 projets dans le domaine de l'hydrogène, 2 dans le domaine des batteries, 2 dans le domaine de la microélectronique, important sur les clouds, et 1 dans le domaine de la santé. Cela représente au total 100 milliards d'euros d'investissement dans l'innovation de pointe. Il s'agit donc d'un projet de la même envergure que notre projet de recherche Horizon, mais dans des secteurs très spécifiques, l'innovation de pointe. Et cela aide les entreprises européennes à être en capacité de fournir ce qu'on attend d'elles. Je pense qu'il s'agit là d'une très bonne utilisation des fonds publics. Il s'agit d'une sorte de politique industrielle qui aide le marché à progresser sans pour autant limiter la concurrence.
Il est donc très important de ne pas considérer ces deux choses comme des contradictions, mais de considérer la concurrence comme l'un des facteurs qui aide réellement l'industrie à être compétitive sur le marché mondial. Pensez-vous que ces règles de concurrence devraient être réexaminées, voire révisées? Il est très difficile de faire des généralités, parce qu'à partir des règles de concurrence existantes, nous en avons en quelque sorte élargi le champ d'application, non seulement pour traquer une hausse des prix, mais aussi pour traquer le manque d'innovation. Par exemple, si deux entreprises de l'industrie pharmaceutique veulent fusionner, s'il y a un risque pour que la plus grande mette fin à l'innovation au sein de la plus petite, pour protéger sa trésorerie, on va bien entendu s'en inquiéter, car les consommateurs ne vont pas bénéficier de l'innovation dans le secteur de la santé. Et les patients pourraient être perdants. Il s'agit là d'anciennes règles préexistantes dont nous étendons l'application de manière innovante. Et il me semble qu'il est important de poursuivre dans cette voie. Mais le règlement sur les services numériques demande aux plateformes de supprimer les contenus illégaux. Qu'en est-il des contenus néfastes? Vous l'avez mentionné, mais nous parlons du sexisme, de la désinformation qui peut comporter des discours d'incitation à la haine. On sait que cela varie d'un pays à l'autre et que les définitions peuvent changer. Que fait-on donc des contenus néfastes? Il est avant tout fondamental de comprendre que nous avons des cultures différentes, ainsi que des cultures politiques différentes. Je pense par exemple qu'au Danemark, le débat est beaucoup plus vif qu'en Suède, où il est très policé, et que ces différences culturelles existent entre voisins. Il est donc très important de s'appuyer sur le cadre national. Et lorsqu'il s'agit de traiter des contenus néfastes, c'est tout de même mieux qu'il y ait un code de conduite à utiliser, une sorte de cadre général afin de gérer ce problème, faute de quoi ce serait très difficile. Finalement, ce que nous demandons, c'est qu'un système soit mis en place pour que ces questions puissent être traitées. Et il appartient ensuite aux tribunaux nationaux de dire si le contenu donné était bien néfaste, auquel cas il faut le gérer. Et il s'agit d'un débat politique qui peut être âpre, parfois tranchant, mais parfaitement légitime. En ce qui concerne l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, en France, on sait que cela n'a rien à voir avec l'UE. Mais ne pensez-vous pas que la législation ne peut être efficace que si les patrons de la tech sont tenus personnellement responsables si on s'intéresse à leur cas? Je pense notamment à Elon Musk. Cela relève de deux questions distinctes. Il y a d'un côté notre législation sur la concurrence, le règlement sur les services, et de l'autre, il y a le droit pénal. Et il faut être très prudent si l'on veut mêler les deux. Je ne pense pas que c'est en s'en prenant au PDG d'une entreprise donnée que l'on sera plus efficace. Ce que l'on fait dans ce domaine, en soulevant des cas, en pouvant infliger des amendes, compte beaucoup. La rapidité de traitement et les ressources qu'on y consacre sont en fait la clé pour produire le changement attendu par les citoyens, car c'est ce qu'on leur a promis pour eux-mêmes et pour leurs enfants. L'approche de l'Union européenne en ce qui concerne l'application de la législation numérique a été similaire à celle de l'administration Biden aux États-Unis. Mais comme des élections présidentielles vont se tenir en novembre, quel est le risque encouru si la candidate démocrate Kamala Harris venait à perdre face au candidat républicain? On connaît les méthodes de Donald Trump. Ne craignez-vous pas dès lors que l'approche des États-Unis change et que l'Europe et l'Amérique prennent des chemins différents? C'est très difficile à jauger parce que si vous regardez ce que Kamala Harris soutient en tant que candidate à la présidentielle, elle dit « Il faut que les prix soient abordables ». On doit examiner le phénomène de concentration pour résoudre la crise de la vie chère qui est aussi une réalité malheureusement aux États-Unis. C'est une question qui intéresse un large public, car de nombreux électeurs sont confrontés à l'augmentation des prix et ne comprennent pas pourquoi les prix ne baissent pas aussi vite qu'ils ont augmenté.
Dans une certaine mesure, je pense donc qu'il faut voir au-delà d'une logique partisane à cet égard, car la concurrence loyale est au service de l'électeur en tant que consommateur. Et ce n'est pas strictement politique. C'est une réponse aux doléances quotidiennes des gens qui doivent vivre avec les contraintes imposées par leur budget. En parlant d'intelligence artificielle, l'Union européenne s'est concentrée sur la réglementation, mais pourquoi n'y a-t-il pas de champion européen en matière d'IA? Je suis en désaccord avec vous car nous parlons beaucoup de la législation sur l'IA pour de bonnes raisons puisqu'il s'agit d'une première mondiale, mais nous avons aussi le programme d'investissement dans l'IA. D'énormes fonds publics et privés sont consacrés à l'innovation dans ce domaine. Nous sommes en train de permettre à de plus petites entreprises d'utiliser notre système d'ordinateurs quantiques. On en a maintenant 10, ce qui est à la pointe de la technologie au niveau mondial, et on les utilise pour la formation à l'IA. Il y a par exemple l'entreprise française Mistral qui est absolument au même niveau que les autres, et il y a de nombreuses entreprises qui développent l'IA qu'elles intègrent dans leurs machines. Il peut s'agir d'équipements de santé, de voitures, de toutes sortes de véhicules et d'outils de production. L'approche européenne est légèrement différente de celle des États-Unis. Mais on peut non seulement rattraper notre retard, mais aussi établir un agenda pour l'utilisation de l'IA, grâce à laquelle les gens pourraient réellement faire confiance à la technologie afin qu'elle soit utilisée pour les servir et non pour les contrôler. Je pense qu'il s'agit là d'une approche européenne qui constituera une base solide dans le temps. Sur la liste des géants de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise française ou italienne. Comment expliquez-vous cela? Tout d'abord, les jeux ne sont pas faits. Il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. L'un des aspects que l'on doit garantir pour que les entreprises européennes d'IA aient une chance équitable, c'est qu'elles aient accès au capital. Si vous n'avez pas accès au capital, vous ne pouvez pas développer votre entreprise. C'est pourquoi nous insistons aussi sur la nécessité d'accroître les investissements publics et privés avec moins d'obstacles à franchir pour accéder à ces investissements dans une logique de capital patient destinée aux besoins urgents. Il y a des capitaux dormants qui ont besoin d'être stimulés par des fonds publics pour assurer qu'une partie du risque sera partagée pour des investissements d'une telle ampleur. Et alors, tous ces talents européens pourront avoir une chance équitable, eux aussi, d'être en lice dans cette course à l'intelligence artificielle. Madame Vestager, une nouvelle commission va bientôt voir le jour. Quels seraient vos conseils au commissaire qui va vous remplacer? Je ne suis pas arrivée à la commission en tant qu'avocate spécialisée en droit de la concurrence. J'ai une formation d'économiste et j'ai travaillé dans le champ politique pendant la plus grande partie de ma vie. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas être trop effrayée ou trop impressionnée par tous les avocats chevronnés qui m'entouraient, mais d'insister sur des aspects que je trouvais vraiment importants. Le marché de la technologie doit servir les consommateurs et non l'inverse. Ce marché devrait être ouvert et doit pouvoir être remis en cause. Car si vous parlez un langage que vous pouvez comprendre vous-même, alors très souvent les gens peuvent aussi le comprendre. Et ils vous soutiendront dans vos efforts pour s'assurer qu'en tant que consommateurs, nous serons bien servis par le marché. Je sais qu'on vous a posé cette question à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, mais je vais tenter de la formuler de manière plus spécifique. Que souhaitez-vous pour la suite après avoir quitté la Commission? Je ne parle pas de votre sort personnel. Non, j'y réponds volontiers. C'est une très bonne manière de présenter les choses. Bien sûr, nous sommes soumis à des règles très strictes. Il n'y a pas de jeu de chaises musicales. Il y a un délai de 2 ans pendant lequel il faut patienter et il est pleinement justifié. Je pense, mais j'espère que mes ambitions au nom de l'Europe pourront encore trouver des débouchés. Je suis ambitieuse et passionnée par le fait que les gens aient des opportunités dans une société qui devient de plus en plus numérisée.
La politique à l'échelle globale devrait encourager l'Europe à s'engager davantage dans le monde qui nous entoure. Il y a donc beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais travailler. Et comme il ne peut en aller autrement, j'ai hâte d'y être. J'attends cela avec impatience. Vous avez évoqué la géopolitique, c'est peut-être une piste. Je vous remercie.